L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale relatif à la garde à vue. Dans la discussion générale, la parole est à Monsieur Michel Mercier, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés. C'est un peu juste, je ne trouvais pas qu'il faudrait attendre un peu qu'ils arrivent. On vous fait confiance pour faire Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Nous voilà donc rassemblés pour discuter d'un projet important, celui qui va réformer la garde à vue. Je ne doute pas qu'au cours des heures qui nous attendent, puisse convertir un peu plus de sénateurs et de sénatrices que ceux qui nous font l'honneur de bien vouloir nous écouter ce matin. Je voudrais tout d'abord rappeler que le présent projet de loi doit être vu à l'aune de tout ce qui a été fait ces dernières années pour la défense des droits et des libertés constitutionnellement garanties. C'est en effet parce qu'il y a eu une réforme de la Constitution et que c'est parce qu'il y a eu une réforme de la Constitution que nous sommes ce matin ici. Et hier, nous avons fêté le premier anniversaire de la mise en œuvre du contrôle de la constitutionnalité par la voie de l'exception. Le Conseil constitutionnel a en effet pu déclarer, grâce à cette réforme de la Constitution, qu'un certain nombre de dispositions relatives à la garde à vue n'étaient pas conformes à notre Constitution. Et je veux dire à celles et à ceux qui ont voté cette réforme qu'ils doivent s'engager aujourd'hui dans la réforme de la garde à vue de façon claire, enthousiaste et non pas craindre quoi que ce soit. Notre système d'enquête, puisque la garde à vue fait partie intégrante de l'enquête, doit réaliser un équilibre entre deux objectifs, deux valeurs constitutionnelles égales, à la fois l'objectif de sécurité et de sûreté garanti par la Déclaration universelle des droits de l'homme et, très naturellement, le second objectif qui est celui du respect des garanties et des libertés constitutionnellement protégées. Il vous appartient, ainsi que l'a déclaré le Conseil constitutionnel dans sa décision du 30 juillet 2010, de réaliser ce nouvel équilibre. Le texte qui vous vient de l'Assemblée nationale a d'ailleurs fait l'objet d'un assentiment assez large, puisque seules 32 voix se sont portées contre. Pour les autres parlementaires, les autres députés ont voté soit pour, soit se sont abstenus. Et il appartient au Sénat désormais de jouer son rôle. Je connais l'attachement du Sénat pour la défense des libertés et je suis sûr que vous aurez à cœur, mesdames et messieurs les sénateurs, d'apporter votre pierre à ce texte et de construire ainsi l'équilibre nouveau auquel vous appelle le Conseil constitutionnel qui déclare qu'il appartient aux législateurs d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties. C'est donc sur la base de cette décision du Conseil constitutionnel que le gouvernement a bâti le projet qu'il soumet au Parlement en s'appuyant à la fois sur le respect, bien entendu, de cette décision du Conseil constitutionnel, mais également
sur le respect de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui depuis de nombreuses années s'était interrogée et avait d'ailleurs dans plusieurs arrêts condamné la France sur une partie au moins du régime de la garde à vue, et nous appuierons également sur les arrêts rendus par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, tant au mois d'octobre qu'au mois de décembre de l'année dernière. Alors, ce nouvel équilibre dont j'ai déjà parlé plusieurs fois va donc reposer sur l'observation de règles constitutionnelles et de règles conventionnelles. Il conduit tout d'abord à donner à la garde à vue une nouvelle structure. Et puis, il y a très naturellement la seconde question qui se pose et qui est très importante et autour de laquelle se sont focalisés un certain nombre de débats, qui est celle du contrôle de la garde à vue. Et c'est autour de ces deux idées que je voudrais maintenant présenter le projet qui vous est soumis. La première idée est donc relative à une garde à vue nouvelle, rénovée, plus soucieuse du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes soumises à la garde à vue. Et puis, seconde idée, qui doit contrôler la garde à vue? Quelle autorité judiciaire doit contrôler la garde à vue? Alors, s'agissant du premier point, il y a d'abord une première idée qui, pour moi, est fondamentale, c'est celle d'un encadrement plus strict de la garde à vue, qui doit être limité au cas strictement nécessaire à la manifestation de la vérité. Et puis, il y aura un second aspect, qui est celui de l'accroissement des droits du gardé à vue. Pardon, excusez-moi. Tout d'abord, un encadrement plus strict des gardes à vue. Je crois qu'il faut éviter la banalisation de la garde à vue à laquelle nous avons assisté ces dernières années pour deux raisons. Une raison de pur fait et une raison de droit. Il est vrai que comme il y avait, s'agissant de la garde à vue, des garanties qui étaient accordées aux personnes gardées à vue, la Cour de cassation a été amenée, dans un certain nombre de décisions, à, en quelque sorte, faciliter la généralisation de la garde à vue. Et puis, c'est devenu aussi, il faut bien le reconnaître, un procédé habituel d'enquête. Je voudrais dire que le gouvernement souhaite véritablement que l'utilisation de la garde à vue soit limitée. Nous sommes montés en 2009 jusqu'à près de 800 000 gardes à vue. L'année dernière, toutes catégories confondues. L'année dernière, une baisse sensible du nombre de ces gardes à vue a pu être constatée sans qu'elle soit à ce jour encore clairement chiffrée, mais probablement à peu près 100 000 gardes à vue de moins, ce qui est notable. Et j'espère bien que l'on pourra faire mieux de ce point de vue. Désormais, la garde à vue n'est justifiée que si elle répond à des critères précis, c'est en tous les cas ceux que nous proposons. Ces critères, quels sont-ils? L'enquêteur doit établir que le placement en garde à vue est l'unique moyen de permettre l'exécution des investigations ou encore l'unique moyen d'empêcher la personne de modifier les preuves, de faire pression sur les témoins et les victimes ou de se concerter avec ses complices. Ce dispositif permet donc de concentrer la garde à vue sur son objectif essentiel, un outil au service de l'enquête. Et le texte qui vous est soumis rappelle également qu'une garde à vue n'est justifiée que lorsqu'une mesure de contrainte est indispensable à l'enquête. En l'absence de cette nécessité de coercition, la garde à vue n'est pas obligatoire, quand bien même certains des critères évoqués seraient réunis. S'il est très difficile aujourd'hui de quantifier en quelque sorte les effets de ces règles nouvelles, nous souhaitons que l'encadrement plus strict des critères de garde à vue ait des conséquences importantes sur leur nombre et
nous attendons une diminution de l'ordre de 300 000 gardes à vue par an. Il en resterait quand même près de 500 000, ce qui est loin d'être négligeable. Il faut que l'on en ait parfaitement conscience. Et d'ailleurs, faire fonctionner le système nouveau avec plus de gardes à vue apparaît très naturellement impossible. Ça, c'est le premier point, encadrer le nombre des gardes à vue. Le projet vise aussi, et cela est plus fondamental, à introduire des mesures essentielles pour la protection des droits en garde à vue. La première avancée, la plus symbolique, mais aussi probablement celle qui nous manquait le plus, c'est l'assistance effective de l'avocat qui est au cœur du projet, dès la première minute de la garde à vue. En renforçant la présence et les moyens d'intervention de l'avocat, le texte va apporter de nouvelles garanties aux droits de la défense. Et je voudrais rappeler les mesures essentielles de ce point de vue. Tout d'abord, la personne gardée à vue pourra bénéficier de l'assistance de son avocat tout au long de la procédure. Deuxièmement, les moyens d'intervention de l'avocat sont renforcés. Il aura accès au procès-verbal de notification et aux procès-verbaux d'audition. Enfin, l'avocat pourra poser des questions, présenter des observations. Votre commission a par ailleurs réécrit les dispositions relatives à la résolution des difficultés d'organisation de cette intervention, notamment en cas de conflit d'intérêts ou lorsqu'une pluralité d'auditions rend nécessaire la présence de plusieurs avocats. Au cours des débats à l'Assemblée, ce dispositif a été enrichi avec un amendement du gouvernement reprenant explicitement la jurisprudence Saldus de la Cour européenne qui précise qu'aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites sans avocat. C'est donc une garantie qui est essentielle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de propos auto-incriminants sans qu'un avocat puisse assister ou conseiller la personne gardée à vue. Et cela s'inscrit dans le droit fil de la philosophie qui sous-tend le projet qui vous est soumis. C'est que nous passons très clairement d'une culture de l'aveu à une culture de la preuve. Et cela nécessite forcément des efforts culturels importants. Et si le gouvernement a souhaité que, en quelque sorte, l'arrêt Saldus figure à l'article 1er du texte, c'est pour bien marquer ce changement fondamental. Alors il s'agit donc là de garanties qui sont extrêmement importantes. Le projet pose également le principe selon lequel la personne placée en garde à vue doit être informée de son droit à conserver le silence. C'est là aussi quelque chose d'essentiel. Alors il est vrai que cela remet en cause un certain nombre de nos pratiques. Et ce matin, en préparant l'intervention de la journée, je relisais l'Observateur de Bruxelles, qui une revue qui traite de la jurisprudence européenne, et on voit un arrêt de la Cour de Strasbourg qui, bien entendu, remet en cause des pratiques procédurales, par exemple le fait de demander au gardé à vue de dire toute la vérité, rien que la vérité, est tout à fait contraire au droit que l'on a de se taire. Et cela pour montrer quels sont les changements profonds que ce texte introduit à la fois dans notre procédure pénale, dans notre façon de faire les choses et de changements culturels que constitue cette réforme de la garde à vue. L'exigence d'être informé du droit à conserver le silence est tout à fait essentielle. Le Conseil constitutionnel l'a d'ailleurs rappelé en juillet dernier. Et cela est une norme reconnue dans la plupart des pays occidentaux. Notre législation se devait en conséquence de prévoir expressément cette disposition. Votre commission a en outre utilement précisé qu'outre le droit de faire prévenir un proche, le gardé à vue, majeur et capable, pouvait faire prévenir son tuteur ou son curateur, et le gardé à vue de nationalité étrangère pouvait faire prévenir les autorités consulaires de son pays d'origine.
Enfin, l'Assemblée nationale a souhaité prévoir un délai de 2 heures avant toute audition à compter de l'avis donné à l'avocat, c'est-à-dire une fois que l'avocat est choisi, qu'on l'appelle. Le principe d'un délai de route n'est pas illégitime, mais il me semble que celui-ci devrait être concilié avec les impératifs de l'enquête. En effet, il conduit en pratique que l'avocat ne pourra pas être avisé au moment de l'interpellation, mais une fois qu'il lui aura été notifié formellement son placement en garde à vue au commissariat ou à la brigade de gendarmerie, à devoir attendre 3 heures avant toute audition, au préjudice de l'enquête, et ce, alors même que le gardé à vue pourra toujours, s'il le souhaite, garder le silence et qu'il bénéficiera de la jurisprudence Saldus que je viens de rappeler. C'est la raison pour laquelle je vous proposerai un amendement de compromis réduisant ce délai à 1 heure, mais j'ai bien vu quelle était la position de la commission des lois du Sénat et j'aurai beaucoup à faire pour vous convaincre. Autre apport essentiel de la réforme, le respect de la dignité des personnes. Le projet de loi prohibe les fouilles intégrales, menées pour des raisons de sécurité. Elle constituait une atteinte profonde à la dignité et une des critiques récurrentes faites à la garde à vue actuelle. Humiliante, et ces fouilles à corps étaient vécues plus durement que la privation de liberté. Les cadres d'enquête doivent aussi être adaptés aux différentes formes de criminalité. L'équilibre entre l'efficacité de l'enquête et la protection des droits doit être soigneusement établi. Nous devons garder à l'esprit que face à la diversité des formes de criminalité, il faut des cadres d'investigation souples et adaptés, sans régime dérogatoire. Comment lutter en effet contre la criminalité organisée, le trafic de stupéfiants ou le terrorisme? Le Parlement ne s'y était pas trompé lorsqu'il avait donné, en 2002 et en 2004, des outils efficaces pour lutter à armes égales dans ce combat toujours renouvelé. Remettre en cause, sans distinction, ces régimes nous fragiliserait considérablement. Une telle nécessité n'a jamais été contestée, ni par le juge constitutionnel, ni par la Cour de cassation, ni par la Cour européenne des droits de l'homme. En cette matière également, tout est affaire de pragmatisme et de proportionnalité. Le texte qui vous est présenté prévoit la possibilité d'une participation différée de 12 heures de l'avocat aux auditions sur autorisation d'un magistrat afin de permettre le bon déroulement d'investigations urgentes ou de prévenir une atteinte imminente aux personnes. Le Conseil constitutionnel a jugé que le régime actuel de garde à vue apportait une restriction aux droits de la défense de portée générale, sans considération des circonstances particulières de l'espèce. Toutefois, une dérogation est envisageable dès lors que peuvent être dûment motivées les dites circonstances particulières, et dans 3 arrêts du 19 octobre 2010, la Cour de cassation a également jugé que des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce pouvaient justifier le report de l'assistance de l'avocat. Cette jurisprudence, postérieure au dépôt du projet de loi, a été prise en compte par des amendements du gouvernement déposés devant l'Assemblée nationale et qu'il les a acceptés. Et pour ces régimes dérogatoires, la présence de l'avocat pourrait être différée sur autorisation du procureur de la République durant les 24 premières heures et sur autorisation du juge des libertés et de la détention jusqu'à la 48e, voire la 72e heure en matière de trafic de stupéfiants et de terrorisme. En droit commun, un report de l'intervention de l'avocat de 12 heures pourra être décidé sur autorisation du procureur de la République, puis à nouveau de 12 heures sur décision du juge des libertés. Le report est strictement encadré. Il doit être motivé et, dans tous les cas, répondre à des raisons impérieuses telles que la nécessité de procéder immédiatement à des décisions urgentes ou la nécessité d'obtenir très rapidement des informations, par exemple en cas d'enlèvement d'enfants. Un alignement de la retenue douanière sur le régime nouveau de la garde à vue a été adopté afin de suivre les exigences fixées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 22 septembre 2010, et votre commission a précisé que cette prolongation devait être justifiée par le procureur pour les nécessités de l'enquête. Enfin,
a été adoptée une disposition tirant les conséquences de la récente décision Moulin de la Cour européenne, et le contrôle de la mise à exécution des mandats d'arrêt et d'amener est ainsi dorénavant confié au juge de la liberté et de la détention. Je vous proposerai d'ailleurs un amendement de coordination afin que les mêmes règles soient également applicables aux mandats d'arrêt européens. Il faut le souligner également, les victimes n'ont pas été oubliées avec le vote d'une disposition prévoyant, lors d'une confrontation entre un auteur présumé et sa victime, la possibilité pour cette dernière d'être également assistée d'un avocat. Il s'agit là de garantir l'égalité des armes dans une phase essentielle de la procédure. Mais au-delà de ce régime nouveau de la garde à vue, le débat s'est largement focalisé sur le contrôle de la mise en œuvre de la garde à vue. Et c'est là un point essentiel qui a largement fait débat, sur lequel je souhaite pouvoir revenir. J'ai déjà parlé très longtemps, mais je vais essayer d'aller plus rapidement au fait. Mais à cette occasion, ont été posées un certain nombre de questions essentielles qui concernent notamment le parquet à la française, sur lesquelles je voudrais très clairement indiquer la position du gouvernement. Les changements dans le contenu de la garde à vue, tels que je viens de les présenter, constituent une avancée notable, nous venons de le voir. Mais la question du contrôle de la garde à vue est tout à fait essentielle. Et je voudrais tout d'abord rappeler la position de la Cour de Strasbourg et celle du Conseil constitutionnel. S'agissant de l'analyse de la position de la Cour de Strasbourg, il faut bien comprendre que cette Cour est chargée d'appliquer la Convention européenne des droits de l'homme. Cette Convention européenne des droits de l'homme, comme vous le savez, existe en deux versions qui font également foi, une version anglaise et une version française. Et ces deux versions ne sont pas écrites tout à fait de la même façon. Et la Cour a d'ailleurs jugé, mais c'est la Cour elle-même qui le dit, Monsieur Mézard. Mais si, je vous ai vu. Et en plus, je vous connais. Donc, la Cour elle-même a indiqué que sa première tâche était de concilier ces deux versions de façon à faire en sorte que le but du traité soit bien atteint par les décisions prises sur la base de ces deux textes différents. Et pour avoir une analyse la plus complète et la plus exacte possible de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, je ne peux mieux faire que de renvoyer celles et ceux d'entre vous qui sont intéressés par cette question aux conclusions présentées par l'avocat général Marc Robert devant la chambre criminelle de la Cour de cassation à propos d'un arrêt qui a été rendu le 15 décembre 2010. Ces conclusions sont tout à fait passionnantes parce qu'elles montrent comment la Cour de Strasbourg a évolué dans sa jurisprudence. Quand on prend la Convention européenne des droits de l'homme, il y a deux mesures. Il y a une mesure qui est relative aux peines privatives de liberté, mesures de sûreté, qui sont visées par l'article 5, paragraphe 3 de la Cour de Strasbourg. Et puis il y a la notion de procès équitable qui est visée dans l'article 6, paragraphes 1 et 3 de la même Convention. S'agissant des mesures privatives de liberté ou des mesures de sûreté, l'article 5, paragraphe 3 exige que la personne soit présentée le plus rapidement à une autorité judiciaire ou à un juge pour décider de la continuation de la mesure privative de liberté. Dans l'article suivant, qui est relatif au procès équitable, c'est bien entendu un juge, au sens de juge du siège, qui est compétent pour statuer sur la vérification et le contrôle de la mesure qui est privative de liberté. Toute la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, en fait, et dans son évolution dans le temps, a constitué à assimiler
magistrat à juge et faire en sorte que ce soit un juge, au sens juge du siège, qui devienne compétent pour contrôler non seulement les mesures privatives de liberté dans le procès, mais également dans la procédure d'enquête. Cette assimilation du paragraphe 5 et du paragraphe 3 dans l'idée de juge a pour conséquence de faire que le magistrat du parquet français est disqualifié pour contrôler la mesure privative de liberté selon les dispositions de la Cour de Strasbourg. La Cour de Strasbourg s'appuie sur deux arguments. Un premier argument qui tient au fait des conditions de nomination des magistrats du parquet, mais cette condition, pour la Cour, n'est que secondaire. La condition qui est essentielle, c'est le fait que le parquet, pour la Cour de Strasbourg, soit partie poursuivante et ne soit donc pas un acteur impartial du procès. Et c'est là où on voit que l'on confond le paragraphe 5 et le paragraphe 6, où on assimile la même notion, le paragraphe 5 et le paragraphe 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cette évolution a donc conduit la Cour à exclure tout contrôle fait par quelque autre autorité judiciaire qu'un juge, au sens juge du siège, selon le droit français. La question qui se pose pour nous est désormais, et on ne peut pas revenir sur ce point-là, c'est à quel moment doit intervenir le juge dans le contrôle de la garde à vue. Le projet que le gouvernement vous soumet accepte l'idée de la Cour de Strasbourg, se plie à sa jurisprudence et soutient d'ailleurs sans aucun problème que si les membres du parquet sont des magistrats, ils ne sont pas des juges. Et d'ailleurs, aucun parquetier n'a jamais revendiqué le fait d'être juge. Il revendique le fait d'être magistrat, et j'y reviendrai dans quelques instants, mais il ne revendique pas la qualité de juge. Il faut donc déterminer à quel moment doit intervenir le juge. Si on reprend toute la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, dont je vous ferai volontiers grâce à ce moment de mon intervention, on s'aperçoit que la Cour a été amenée à inventer un concept nouveau, compte tenu de l'existence de deux versions différentes du traité et faisant également foi, qui est le concept de promptitude, qui consiste pour la Cour à... Ça, je pensais bien que quelqu'un le dirait. Et donc, je vous remercie de l'avoir fait. Mais on voit donc que l'origine est ancienne déjà, parce que ce concept de promptitude a quelques années, et il s'agit pour la Cour de dire très clairement à partir de quand doit intervenir le juge pour contrôler la garde à vue. Il n'y a pas de règle générale, il y a une appréciation cas par cas des choses, mais quand on fait l'analyse de la jurisprudence, on voit que le délai n'est jamais inférieur à 3 ou 4 jours pour l'intervention du juge. Ce qui veut donc dire, et la Cour le dit dans au moins 3 arrêts, qu'en deçà de ce délai de 3 à 4 jours, il appartient à chaque État d'organiser la garde à vue suivant son propre droit interne. Le projet que je soumets à la délibération du Sénat respecte la jurisprudence européenne, puisque dès la 48e heure, la garde à vue sera contrôlée par le JLD dans notre droit nouveau de la garde à vue. La question se pose donc, et ça c'est la garantie conventionnelle, tirée de la mise en œuvre à la fois de la Convention européenne des droits de l'homme et de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. La question qui se pose, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avant ce délai de 48 heures. Est-ce qu'on confie le contrôle de la garde à vue à un officier de police ou de gendarmerie ou bien à un magistrat? Le choix qu'a fait traditionnellement notre pays est de confier le contrôle de la garde à vue à un magistrat. Pour une raison simple, que rappelle de façon forte
le Conseil constitutionnel dans sa décision du 30 juillet 2010, c'est que dans notre pays, c'est l'autorité judiciaire qui est gardienne de la liberté individuelle. C'est l'article 66 de la Constitution. Et la seconde alinéa de cet article 66 rappelle que l'autorité judiciaire, et le Conseil constitutionnel le dit avec force, est composée des magistrats du siège et du parquet. Je veux donc dire très clairement que pour le gouvernement, en application de la Constitution et de la décision du Conseil constitutionnel, les membres du parquet sont des magistrats. Ils appartiennent à l'autorité judiciaire et ils sont chargés notamment de veiller au respect de la liberté individuelle et en cette qualité de contrôler la garde à vue dans les 48 premières heures et qu'il appartient au parquetier, au procureur de la République de contrôler la mise en œuvre de la garde à vue, son exécution et de décider d'une éventuelle première prolongation de la garde à vue. Qu'au-delà de la 48e heure, c'est le juge du siège, juge de la liberté et de la détention, qui prend le contrôle de la garde à vue. Nous avons ainsi un système qui offre à nos concitoyens une double garantie. La garantie conventionnelle tirée de la Convention européenne des droits de l'homme et la garantie constitutionnelle tirée de l'article 66 de la Constitution. Je voudrais dire que sur ce point, nous sommes un des rares pays à offrir cette double garantie. Bien sûr que si, un des rares pays, et que notamment la Grande-Bretagne, dont on cite souvent le cas, n'offre pas cette double garantie. Et qu'en Grande-Bretagne, c'est l'officier de police, haut gradé de la police, qui mène la garde à vue, qui en est le directeur, et qui peut d'ailleurs durer beaucoup plus longtemps qu'en France, puisqu'elle peut aller au maximum jusqu'à 26 jours. Et que c'est sous l'autorité de la police que se mène la garde à vue. Ainsi, nous réalisons dans le texte qui vous est soumis une réforme en profondeur de la garde à vue. Nous établissons un contrôle qui, je crois, est particulièrement efficace, tient compte de nos engagements internationaux, allie le respect de la Constitution à celui de la Convention européenne et des droits de l'homme, et que cette double garantie est essentielle, et je crois que nous aurons, si le Sénat veut bien à la fois apporter sa pierre, et je veux remercier le président, le rapporteur et les membres de la commission des lois du Sénat pour la qualité du travail qu'ils ont bien voulu faire sur ce texte, nous aurons, je crois, un texte qui apportera, dans le concert des États qui ont signé la Convention européenne des droits de l'homme, un des systèmes de garde à vue qui soit le plus protecteur des libertés constitutionnellement garanties. C'est en tous les cas le travail auquel je vous invite et pour lequel je vous remercie.